Salut, bonjour à tous. Voilà, donc le petit Émile a maintenant disparu depuis plus de 15 jours. On se rapproche bientôt des 3 semaines. Et actuellement, on n'a aucun nouvel élément, malheureusement. Alors, on pourrait se demander un peu quelle hypothèse, quelle piste pourrait rester vraisemblable euh, plus de 15 jours après sa disparition. Parce qu'il y a des hypothèses maintenant qui paraissent complètement invraisemblables, qui ne sont plus au goût du jour, on va dire. Donc dans un premier temps, l'hypothèse de la fugue ne tient plus vraiment la route, si je puis dire, puisque malgré des fouilles assez intensives qui ont été effectuées par les gendarmes, les pompiers, des bénévoles et des volontaires, cela n'a malheureusement rien donné. Ce qui accréditerait la thèse selon laquelle le petit Émile n'aurait jamais fugué et ne se serait pas égaré, puisque théoriquement on aurait pu le retrouver, même s'il reste toujours un questionnement, il aurait pu tomber, je ne sais pas, dans une crevasse, un ravin, dans des hautes herbes, et peut-être que potentiellement des personnes auraient pu passer devant sans se rendre compte qu'il était à 1 centimètre, enfin je veux dire à 1 mètre. Bref, mais bon, c'est quand même pas très probable. Donc ensuite, bon, bah, il reste plus 36 hypothèses. Donc on enlève aussi les hypothèses farfelues de l'animal sauvage qui aurait enlevé le petit Émile, que ce soit un loup. On n'est pas dans un conte pour enfants. Les loups-garous, ça n'existe pas. Le rapace, on n'est pas au Tibet, on n'est pas en Amérique, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Amérique du Sud. Évidemment qu'il y a des rapaces dans les Alpes de Haute-Provence, mais des rapaces d'une taille suffisamment importante pour s'attaquer en l'occurrence à un enfant d'une taille de 90 centimètres, ce serait du jamais vu. Les rapaces en France s'attaquent à des petits mammifères, pas à des enfants d'une taille de 90 centimètres. Ça n'a pas de sens. Pas plus qu'un ours qui aurait il aurait récupéré le petit Émile pour l'amener dans sa tanière. Non, mais arrêtez. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qui reste? Ben, il ne reste pas 36 hypothèses. On s'oriente sur la piste criminelle. On a accident ou enlèvement. Donc, accident soit au sein même de la cellule familiale, par exemple un accident domestique, un accident bête et méchant. Le petit Émile se bagarre, se chamaille avec ses oncles ou tantes, qui sont pour la plupart encore adolescents et mineurs. Et paf, il tombe, il se réceptionne mal, et puis il meurt. Et puis pour X raisons, peut-être pour protéger un enfant de la famille, les grands-parents ou je ne sais qui va cacher cette mort et va faire croire que le petit Émile a fugué. Voilà. C'est une hypothèse qui peut être envisageable, même si j'emploie le conditionnel. Je n'accuse personne, je n'accuse pas la famille, je n'ai jamais dit que la famille était pour quoi que ce soit là-dedans. Tout ça, ce n'est que supposition. Donc il peut y avoir un accident au sein de la famille qui a été dissimulé. Il peut y avoir un accident qui se serait déroulé dans le village. Donc on a parlé de engins agricoles qui auraient pu percuter le petit Émile ou d'une voiture qui aurait pu malheureusement l'écraser. Et pareil, la personne responsable de l'accident aurait caché le corps ou l'aurait même détruit. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment vraisemblable? Est-ce que c'est vraiment possible, sachant que c'est un tout petit hameau, que les habitations sont très proches les unes des autres et que là, encore une fois, personne n'aurait rien vu ni rien entendu et que, en plus, les chiens n'auraient reniflé aucune trace d'accident, blablabla. Bon, ça paraît pas non plus super vraisemblable non plus. Bon, ça peut être le cas, mais c'est pas ce qu'il y a de plus plausible.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste ensuite? Bah, l'enlèvement. Alors, l'enlèvement, hein, l'enlèvement au sein même effectué par un membre de la famille, un proche de la famille, une personne que la famille avait l'habitude de côtoyer de façon plus ou moins régulière, un habitant du hameau, un voisin, quelqu'un du coin. Évidemment, l'hypothèse du réseau pédophile ou du prédateur sexuel qui tomberait nez à nez par le plus grand des hasards avec le petit Émile qui déambulait tout seul dans la rue paraît assez peu crédible. Hein, voilà. Donc si on est sur la thèse d'un enlèvement, s'il y a enlèvement, il y a une grande probabilité pour que ce soit un enlèvement effectué par quelqu'un de la famille ou un proche de la famille ou une connaissance de la famille ou potentiellement quelqu'un qui habitait le village. Après, reste à savoir les motivations de cet enlèvement. Donc là, il peut y avoir plusieurs motivations. Est-ce qu'il s'agirait d'un enlèvement qui aurait pour motif une vengeance, une jalousie? Quelqu'un voudrait se venger potentiellement des parents ou de la famille du petit Émile et donc, entre guillemets, après là où ça fait mal, en s'en prenant directement à l'enfant. Pour, je ne sais pas quelle raison, une vengeance, une jalousie, bref, tout est possible. Ou est-ce que ce serait un enlèvement motivé par des raisons, on va dire, plus sordides et motivé par on va dire, un prédateur sexuel, mais qui serait du coin. C'est-à-dire quelqu'un peut-être du village, quelqu'un des environs, qui connaîtrait la famille et le petit Émile. Voilà. Là aussi, là encore, toutes les hypothèses sont envisageables. Tout peut être mis sur la table. À partir du moment où on n'a pas d'indice. Voilà. Ce qui est un petit peu dérangeant dans cette affaire, c'est que l'information judiciaire n'ait été ouverte que 15 jours après la disparition du petit Émile, hein, avec la désignation de 2 juges d'instruction. Par la force des choses, face à la complexité de cette affaire et à toutes les pistes qui sont possibles et imaginables, on a fini par ouvrir une enquête judiciaire. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la piste criminelle n'a pas été évoquée plus tôt dans l'affaire. Puisqu'il faut savoir que les jours qui ont suivi la disparition, on s'est vraiment focalisé sur vraiment, c'était entre guillemets une fugue du petit Émile qui s'était égaré dans la nature. Après 4-5 jours de recherche intensive, on s'est dit que peut-être finalement cette thèse n'était pas tellement vraisemblable et qu'on a fini par s'orienter sur la piste criminelle. Question, est-ce que les investigations au niveau de la piste criminelle ont été menées très rapidement, enfin en parallèle des fouilles pour retrouver le petit Émile? Est-ce que ça a été le cas ou pas? Est-ce que les auditions, les perquisitions, les fouilles de véhicules et le bornage des téléphones a été effectué rapidement? Ou est-ce qu'on a vraiment attendu au moins une semaine avant de commencer à envisager la piste criminelle? Il aurait fallu dans ce cas-là tout de suite s'orienter vers la piste criminelle en parallèle des investigations menées dans le cadre des recherches et des fouilles. Puisque faut savoir que les prérogatives du procureur de la République ne sont pas aussi étendues que celles des juges d'instruction. Voilà, c'est quand même un point à souligner. Et que potentiellement, les investigations qui ont été menées avant l'ouverture d'une enquête judiciaire n'ont pas pu être aussi poussées que celles qui sont actuellement menées dans le cadre de l'information judiciaire. Et ça peut être préjudiciable, puisque certaines personnes auraient pu en profiter pour cacher des éléments compromettants. Il me semble avoir vu que, par exemple, dans le cadre des perquisitions, le procureur de la République, pour procéder à des perquisitions fouillées, devait avoir l'assentiment de la personne concernée. Ça pose un peu problème.
de même que le bornage des téléphones. Il faut savoir que 1600 téléphones ont borné le jour de la disparition supposée du petit Émile, ce qui représente un travail de titan pour les enquêteurs qui vont devoir déterminer quel téléphone était réellement présent au sein du hameau et procéder au distinguo avec les téléphones qui ont borné aux alentours du village, mais qui ont quand même borné sur l'antenne qui était placée dans le Haut-Vernay. Donc tout ça, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de titan, c'est comme chercher une aiguille dans une boîte de foin, sauf si ils commencent à avoir, les enquêteurs, une piste concrète, ou si une des personnes auditionnées finit par craquer ou avouer quelque chose, mais sinon ça va être très compliqué. C'est très 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 compliqué à partir du moment où on n'a aucune trace, aucun indice concret. Voilà. Mais tout ça est très 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 compliqué. Et moi personnellement, ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'ouverture d'une information judiciaire n'a eu lieu que 15 jours après. Voilà. J'ai entendu, donc bon, on aurait pu même supposer, éventuellement, que le petit Émile ne s'est jamais trouvé dans le hameau du Haut-Vernay. Pourquoi pas? Mais on se heurte au témoignage de ces fameux voisins qui disent avoir vu le petit Émile le jour même de sa disparition, le matin même, donc jouer sur la place du village à proximité de la fontaine, et ensuite, peu après sa disparition, vers 17h15, tout seul dans la rue, même si le témoin n'est pas forcément très crédible, puisqu'il avait quand même oublié que son chien n'était pas présent au domicile et que c'est pour ça qu'il n'avait pas aboyé, et donc il ne pouvait pas dire s'il y avait un étranger. Alors, question, est-ce qu'il a réellement vu le petit Émile tout seul dans la rue, ou est-ce qu'il n'a pas vraiment vu ce qui se passait? Ces témoignages ne sont pas forcément très crédibles. Donc c'est difficile de démêler le vrai du faux, clairement. Chut, Mimi, chut. Donc voilà, c'est très compliqué, c'est une affaire très complexe, hormis la personnalité de la famille. Bon, après, je ne les connais pas, je ne vais certainement pas faire... Mais voilà, bon, il y a beaucoup de zones d'ombre là-dedans. Il faut espérer que les enquêteurs commencent un peu à y voir clair là-dedans, sachant qu'ils ont évoqué tout un tas de pistes. Ils ont enquêté notamment sur un jeune du village qui avait l'habitude de conduire des engins agricoles, mais de façon un peu libertaire. Et donc, ils ont vérifié, mais ce jour-là, le jeune n'était pas présent au village, donc ils ont écarté cette thèse. De même qu'ils ont auditionné également un couple qui habitait dans le hameau et qui était parti le jour même de la disparition, le lendemain de la disparition du petit Émile, où ils ont auditionné ce couple pendant plusieurs heures pour essayer de savoir pourquoi ils étaient partis, etc. Donc il y a beaucoup d'investigations qui sont menées. Il faut espérer que cela aboutisse à quelque chose de concret et qu'on puisse avoir une issue positive à cette affaire. Voilà.